Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons un homme autodidacte, unique et généreux au parcours original, résilient, mais surtout inspirant. Son moteur d'action, accélérer les relations entre individus afin de créer des connexions humaines de qualité. Il est rempli de surprises et doté d'une grande ouverture d'esprit. Son expertise nous permet de maximiser notre impact et d'accroître notre influence en ligne. Il est coach, conférencier, formateur, animateur de podcast, entrepreneur social et expert LinkedIn. Veuillez accueillir l'incomparable Nathan Fortin. Nathan Fortin, comment vas-tu? Comment ça va, Vincent? Moi, ça va bien. C'est excellent. Merci d'être là. Puis toi? Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci de demander. C'est bon. Nathan, je l'ai dit, tu es un homme incomparable, original. Au parcours, je pense qu'on pourrait dire un peu atypique, mais justement, pour les Ouais. gens qui ne connaissent pas Nathan Fortin, c'est qui Nathan Fortin? C'est quoi son parcours? Je vais te faire ça quand même rapide parce que je ne veux pas faire pleurer les gens. Mais je vais te dire, je vais être honnête. Tu vas voir, ça peut être, des fois, je suis vraiment. Ça peut asseoir quelqu'un qui écoute ça en ce moment. Puis ça va être jamais dans la victimisation. Vous allez voir, mon but dans la vie, c'est pas de me victimiser, c'est de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a comme carte à jouer. Moi, pour les gens qui regardent la version vidéo, vous voyez sur mes mains, j'ai des tatous. C'est les cartes à jouer. Hein. Pourquoi c'est les cartes à jouer ici sur mes doigts? Parce que j'adore le poker dans la vie, premièrement. Pourquoi j'adore le poker? Parce que ça fait partie de ma vie. Pas que je suis un joueur de poker et que je gagne ma vie avec ça. Non. C'est que pour moi, j'ai compris dans ma vie, à un moment donné, comme le poker, on se fait servir des cartes. Mhm. Puis le but de la vie, c'est pas de s'ostiner avec les cartes que tu as eues, puis de dire que personne n'a raison, puis que tu peux pas jouer, puis que ça marche pas à ton goût. Le but du poker, c'est réussir à te rendre le plus loin possible dans la game avec ces cartes-là. Mhm. De là, même des fois, à bluffer ou à jouer un personnage ou à faire des mises pour faire peur aux gens. Fait que comme toute une mentalité en arrière du poker que je trouve intéressante, qui est à la base, tu te fais servir des cartes. Ça se peut que ça ne soit pas les meilleures de la table, mais tu vas avoir à jouer avec ces cartes-là. Pourquoi je te dis ça? C'est que selon moi, je suis né avec une mauvaise main. Premièrement, moi, je suis né malformation cardiaque. Okay. Deuxièmement, je suis mort à la naissance. Troisième chose, j'étais prématuré. Quatrième chose, j'étais l'enfant d'une femme trouble personnalité limite qui s'était faite mettre enceinte par son amoureux qui était un toxicomane. OK. Mon Effectivement. père a, mon père a abandonné le bateau, j'avais 6 mois. Ça, c'est ma semence, c'est mon engrais déjà en partant. Fait que déjà, on sait que ça ne sera peut-être pas facile pour ce petit être humain-là. Peu importe c'est qui. On sait que, Mhm. oh, il y a 3 prises au bâton dans la game. Là, tu sais. Exact. Puis après ça, dans la vie, ben là, au niveau de ma personnalité, l'historique, des événements de la vie, tu sais, moi et mon frère, ben, on ne l'a pas eu facile. Climat dysfonctionnel, climat familial très précaire. Dans la maladie, ma mère a eu des épisodes de maladie où elle devait être à l'hôpital longtemps. On a dû apprendre à s'occuper de soi-même très jeune. On avait à s'occuper d'une fermette dans le fond des bois, dans la région des Laurentides, à Sainte-Lucie. On avait 12 poules, on avait des canards, on avait des chiens, on avait un potager, on avait tout ça parce que ma mère était très spéciale et était très pour les anciennes manières de fonctionner. Hein? Donc, elle était Mhm. très en avance sur son temps par rapport à maintenant parce qu'il y a comme un retour à ça. Exactement. Fait que moi, j'ai été élevé dans ces conditions-là, dans la forêt. J'étais un enfant qui n'était pas très beau en plus. J'avais des problèmes dentaires importants. J'avais les oreilles décollées. Puis comme je te dis, ben, au niveau de ma famille, ben, il y avait des problèmes, que ce soit physique. Hein. Moi, j'ai reçu des violences, je te dis, là, en détachement parce que j'estime que lorsque tu commences vraiment à guérir de certaines plaies, tu es capable d'en parler. Bon, ben vois-tu, c'est ce que je suis capable de faire maintenant. Moi, il y a eu de la violence sexuelle chez moi, il y a eu de la violence psychologique,
il y a eu de la violence physique, bien sûr. Donc, c'est les 3 piliers de la violence qui m'ont façonné. Et ça l'a amené à... Oui, vas-y. Non, mais c'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que tu as dû rebondir sur ces choses-là pour être ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené, comment tu as pu rebondir sur, effectivement, comme tu dis, la main que tu avais en partant n'était pas extraordinaire. Est-ce que tu as dû bluffer? Est-ce que tu as dû changer de main? Est-ce que tu as dû dire, hey, je fais confiance, puis je jette toutes mes cartes, puis je recommence? Bref, qu'est-ce que tu as fait? Sur quoi tu as misé pour être en mesure de devenir celui que tu es aujourd'hui? J'ai pas la meilleure réponse au monde dans le sens que c'est peut-être pas celle que les gens vont s'attendre, mais c'est la mienne. À 10 ans, j'ai fait une tentative de suicide. OK? Une tentative de suicide où je me suis ramassé en psychiatrie infantile à l'hôpital Sainte-Justine, dans le département de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Justine dans les années 90. Pour vous dire que malgré mon apparence, je vais quand même avoir 40 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu fais de quoi j'ai l'air par rapport à l'époque, des fois, tu vas être mêlé. Parce qu'il paraît que j'ai l'air plus jeune que mon âge. Ouais. Mais, tout compte fait, j'ai eu cet épisode-là où j'étais allé en psychiatrie infantile à l'hôpital Saint-Justine pour une période de 2 mois. Donc, j'ai été enfermé à l'hôpital. J'ai vécu là pendant 2 mois dans un département psychiatrique où la raison était simple. C'est que dans les années 90, il n'en mouillait pas des petits gars qui voulaient se suicider. C'était pas quelque chose de commun au Québec. Là. On n'en avait pas tous les jours. Là. Fait que quand ça arrivait, comme moi, j'étais dans la région des Laurentides, mais c'est pas l'hôpital de Sainte-Agathe qui pouvait gérer un enfant de 10 ans qui veut se flinguer. Ils ne sont pas équipés en termes de psychiatrie infantile pour ça. Fait que le département le plus équipé au Québec, ben, veut pas, c'est soit l'hôpital Children pour enfants ou c'est soit l'hôpital Sainte-Justine. Donc, moi, j'étais avec des sommités en psychiatrie parce que là, il essayait de comprendre comment ça qu'un enfant de 10 ans veut mettre fin à sa vie comme ça. C'est là que ça a commencé, mon histoire. OK. Faut que je fasse une confession, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Vincent le sait, j'ai eu un diagnostic d'autisme invisible dans les dernières années. OK? Fait que ça va expliquer certaines choses. Moi, toute ma vie, je ne l'ai pas su. Donc, je reviens un peu plus tard, à 10 ans, mon diagnostic à moi, c'est suicidaire, dépressif chronique, puis dans la douance. Ça, c'est mes 3 diagnostics qu'ils m'ont donné. Fait que je m'en vais avec mon petit bonhomme de chemin de vie là-dedans à l'hôpital psychiatrique, puis on essaie de travailler ça. À un moment donné, hein, le bluff. Le bluff, il est arrivé vite, Vincent. À un moment donné, j'ai compris que plus je leur expliquais que ça n'allait pas bien dans ma tête et mon cœur, plus je passais des journées là. Puis j'avais compris que ce qui s'attendait de moi, c'est que j'aille un beau sourire. Fait qu'un enfant qui sourit, il est correct, tu sais, je veux dire, il est guéri. Et là, ben, j'ai inventé ce sourire légendaire-là que je peux faire à n'importe qui, n'importe quand, en une fraction de seconde. Fait que, ça va bien? Mais oui, ça va, toi. Et j'ai porté un masque. Je me suis mis à porter un masque dans ma vie. Parce que quand je suis retourné chez moi, là, parce que j'ai réussi à sortir puis bluffer l'équipe médicale au complet d'un hôpital comme ça en passant, là, mais mes problèmes n'étaient pas finis. J'avais les mêmes cartes à jouer, puis j'avais le même environnement pour jouer. Exact. Fait que mon combat n'était pas fini. Mon premier combat a été d'apprendre à masquer qui j'étais, à masquer comment je me sentais. J'ai compris que si je voulais avancer dans la vie un peu plus tranquille, il fallait que les gens aient moins accès à moi. C'est pas un conseil que je donnerais aux gens aujourd'hui, tu comprends? Mais à cette époque-là, ça a été mon élément de survie. Et là, c'est créer un personnage à l'école secondaire d'un gars qui était arrogant, qui était dérangeant, qui était prêt à se lever devant les professeurs pour leur dire n'importe quoi, faire rire la classe, qui faisait de la radio étudiante, puis qui disait n'importe quoi dans le micro, puis j'avais le droit de tout faire sous le couvert de l'humour. Puis c'est devenu ma carte de visite. Nathan le dérangeant, Nathan l'arrogant. Mais Nathan, il a quand même encore son cerveau dans la douance. Fait qu'il y a une moyenne générale pas mal plus élevée que les autres. Puis les professeurs sont dans un éternel conflit avec ça parce que normalement, les délinquants, ils n'ont pas des bonnes notes. D'essayer de m'expliquer d'être meilleur à l'école comportementalement parce que ça allait avoir une influence sur mes notes, ça ne marchait pas. Parce que la moitié du temps, je n'étais pas dans la classe. Et la moitié du temps, ce que je faisais, c'est faire un peu ce que je fais maintenant, mais que je ne savais pas que ça allait être ça, ma vie. C'est-à-dire? De jaser avec du monde. Moi, je foxais mes cours au secondaire,
pas pour aller faire des mauvais coups ou prendre de la drogue ou toutes sortes de niaiseries. Non, 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 non. Moi, c'était pour aller jaser avec les autres qui n'allaient pas dans leur cours. Puis là, je sais pas, je passais un beau moment. Puis là, des fois, j'en voyais qui étaient tout seuls, qui étaient tristes, ou il y en a qui se faisaient intimider à l'école. Puis moi, j'allais les voir, j'allais jaser avec eux parce que je connaissais ça. Je vivais dans ce climat-là de si je suis pas drôle, je vais me faire intimider. Si je suis pas comique, ça va retomber sur moi encore. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup d'empathie pour les autres aussi à ce moment-là. Fait que moi, j'écœurais pas les nerds. Moi, j'écœurais les sommités. Moi, j'écœurais le directeur puis les profs. Pas aucun élève. Tu comprends? Je ne faisais pas de l'intimidation scolaire. J'étais coquille, qu'on appelle. Donc, sans m'en rendre compte, je me suis mis à développer, dans un masque au départ, drôlement, je me suis mis à développer des skills en communication. Pour un gars, je vous explique, qui était autiste. Des skills en leadership. Parce que là, je prenais des situations du monde des fois, puis je faisais, ben moi, j'ai jasé à lui l'autre fois, lui, il a fait ça, puis là, j'arrivais avec des solutions des autres amis de l'école, puis lui ou tout, ça y est arrivé une affaire de même, tu devrais pas avoir peur, tu devrais en parler à ta mère, elle va comprendre. Puis là, j'arrivais, puis j'aimais ça. Puis je faisais capoter les profs de l'autre bord. Et là, ensuite de ça, ben ça m'a donné envie de faire de l'humour. Parce que je me suis dit, moi, j'ai une qualité dans la vie, je peux dire n'importe quoi au monde, puis il rit tout le temps. Fait que, tu sais, je vais me servir de ça dans la vie, puis je vais gagner ma vie avec ça, j'imagine. Puis mon petit bonhomme de chemin, au début, ça a été dans l'humour. Ensuite de ça, à 18 ans, je suis allé à l'École nationale de l'humour. Je suis allé faire, après ça, des soirées dans des bars. J'ai fait des premières parties d'humoristes qui, maintenant, sont connus, mais à l'époque, n'étaient pas connus. Donc, tu sais, des Billy Tellier, Alexandre Barrette, les Denis Drolet, tous des gars que j'ai fait, moi, jeune, à l'âge de 18 ans, leur première partie. Fait que c'est drôle. Est-ce que c'est dans ces mêmes années-là qu'arrive Love Story dans ta vie? Pile poite, tu viens d'ouvrir la bonne porte au bon moment du casier. Moi, je veux être drôle, je veux faire de l'humour. Puis en plus de ça, parce que je ne suis pas très joli à l'époque, pas que je me mal à tout casser maintenant, mais je trouve que j'ai bien vieilli. Moi, je me considère comme un bon vin, un bon porto. Tu sais, genre, j'étais jeune, tu sais, c'était pas pareil. J'étais en train de me placer, ma face d'adulte n'était pas là. Des fois, j'étais maniéré. J'avais pas eu de modèle masculin dans ma vie. Fait que des fois, je paraissais très efféminé par rapport à d'autres personnes. Mais moi, j'utilisais ça dans mon humour. Fait que, ça venait à être un personnage qui est le fun quand même. Puis à un moment donné, il y avait les auditions pour Love Story. Puis il y avait un de mes clients qui venait, moi, au bar où je travaillais, un bar qui n'existe plus, pour le nommer, le Vieux Chac à Saint-Jérôme. Puis il y a le gagnant de l'émission de l'année qui vient de finir, qui vient, puis il fait le party au bar avec ses amis, puis ça. Puis moi, je suis leur serveur à ce moment-là. Fait que moi, je fais la fête avec eux autres, serveur de bar, puis il y a des filles, il y a du monde, ils jasent. Puis tu sais, moi, je ne regarde pas la télé dans la vie, je n'ai pas vraiment regardé la télé. Puis là, le monde sont tous après ce gars-là, puis je comprends pas c'est qui, lui. Puis il est comme gros un peu, puis en shape. Puis je suis comme, d'après moi, ça doit être un gars du UFC, ça doit être un boxeur, ça doit être comme quelqu'un. C'est Mathieu Baron. C'est un gars qui avait gagné Love Story 2. Mais lui, c'était le gagnant de ça, puis il était coquille, puis il prenait de la place, puis il était. À cette heure, on dirait, il a changé beaucoup, mais à l'époque, c'était du masculin toxique qu'on va appeler. Puis il le sait, il en parle lui-même. Il n'est pas gêné, mais à l'époque, il était dormant, lui, puis on s'injectait pour les muscles, puis tu comprends? Fait qu'il était. Mais là, il avait aimé ma personnalité ce soir-là. Puis il m'a dit, tu vas trouver ça drôle, mais il dit, moi, je te verrai à Love Story. Puis il m'a expliqué le concept, puis comment que ça s'était passé pour lui. Puis vraiment, là. Puis là, il m'a dit, il y a des inscriptions en cours en plus en ce moment, puis on va en faire la promotion partout au Québec, nous autres, dans les prochaines semaines. Tu devrais t'inscrire. Il m'a dit, t'es le fun au bout comme gars. Je fais, ben oui, là. Ben, la nuit même, confession, je buvais de l'alcool à l'époque, je travaillais dans les bars. Je suis arrivé chez moi sur la fête, devant mon ordinateur, dans ma chambre, à l'âge de 20 ans, m'inscrire à Love Story. Parce qu'il m'avait fait réaliser, ça ne s'est pas passé de même. À l'époque, en théorie, hein, on le dit des fois de l'affaire, il y a le monde de la théorie puis le monde de la pratique. Ma planification stratégique me disait que j'allais aller à Love Story puis que j'allais bien ressortir de là. Puis qu'après ça, j'allais avoir des contrats en humour qui allaient rentrer. Là. À l'époque, là, on se rappelle en 2006, Facebook venait de naître, LinkedIn venait de naître. Les téléréalités, là, c'était regardé par des millions de personnes. Les gens vendaient encore des magazines. Je disais encore, c'est drôle, on en parle parce que
Je parlais de ça à quelqu'un dernièrement, puis pour les gens qui le regardent, là, en format qu'on se voit en ce moment, là, regardez ça, là, vous allez capoter. Ça, c'était moi, ça, dans les années 2000, avec ma première fille, avec ma blonde qui était finaliste à Miss Canada. Je faisais des fronts de magazine avec Claude Legault. Regarde, on me voit ici, Nathan nous parle de sa tentative de suicide, avec un spécial avec Claude Legault sur... Ben, regarde, lui, il était en peine d'amour, puis il avait fait aussi une dépression. Fait que là, on faisait un spécial sur les personnalités connues qui ont des épisodes de dépression. Fait que, tu sais, pour dire qu'en 2006, qui n'est pas du tout le cas en ce moment parce que je me considère un has-been, là, en bon québécois, là. Le showbiz ne se rappelle plus de moi. Là, Ouais. mais ces années-là, T'étais là. c'était une toute autre vie. Là. Mhm. Ces années-là, le même gars qui est coach LinkedIn en ce moment, chez eux, qui vit sa petite vie, je signais des autographes, je prenais des photos avec des gens. OK? Fait que je me suis ramassé à Love Story. Mais l'affaire, là, c'est que ça ne m'a pas aidé dans l'humour pantoute. Pourquoi? Parce que mon personnage, là, comment il a été fait le casting, là, sur les 24 heures d'une journée, ils ne m'ont pas montré les 24 heures les plus drôles. C'était un choix. C'était un choix. Eux ne le savaient pas à l'époque, mais eux, dans le choix du scénario, faisaient ressortir mon autisme sans s'en rendre compte. Parce qu'ils me posaient des questions à moi qu'ils ne poseraient pas aux autres. Comme exemple, moi, j'ai été réputé pour être un peu fou dans l'émission à un moment donné parce que eux me demandaient la production. Lorsque j'étais dans le confessionnal, c'était une salle où on parlait au public puis on répondait à des questions. Ouais. Il y avait le maître du jeu. Mais là, il me posait des questions. Mais moi, il me posait tout le temps des questions parce que je suis un ancien joueur d'échecs. Sur, peux-tu me comparer ça à un jeu d'échecs? Peux-tu me comparer telle personne, quelle pièce serait-elle sur le jeu d'échecs? Peux-tu me parler de ça? Fait qu'il m'alignait un peu dans des discussions où j'avais à susciter mon intellect quand même, puis mon univers à moi, mais il ne demandait pas nécessairement aux autres, ça. Les autres, c'était plus dans la cruise, dans le charme. Fait qu'ils ont fait ressortir un côté de moi qui était quand même spécial en 2006. Là. Tout à fait. Les gens n'étaient pas prêts à ça encore. Et j'ai pleuré dans la télé-réalité à un moment donné. J'ai eu un épisode de shutdown complet où, encore là, je sais maintenant que ça avait rapport à l'autisme, mais à l'époque du tout, j'ai cru que c'était une crise de panique à cause du stress que je vivais. Puis une semaine après être rentré dans l'émission, un soir, j'avais pris une bière pendant une fête avec les autres. Puis je ne sais pas comment t'expliquer, je me suis mis à pleurer, à morver, à être en panique, à ne plus comprendre ma vie, à ne pas savoir ce que je faisais ici, à vouloir me retourner chez nous, à me dire que je n'avais pas ma place ici. Puis ils ont montré ça à la télévision. Fait qu'après, c'est pas des contrats au niveau de l'humour qui ont... Le téléphone de l'humour n'a pas sonné. Non. Si. Non. Comment t'en es sorti de là? Parce qu'après ça, tu le disais, là, tu faisais la une des magazines, tu étais très présent, tu étais là, tu avais des aspirations de joindre le milieu du show business. Ouais. Comment t'es sorti? On m'a fait des promesses aussi pour te dire que comment ça fonctionne à l'époque, les téléréalités. Au moment de signer le contrat dans ta chambre d'hôtel pour dire que tu vas aller participer à l'émission d'ici 12 heures, puis que tu n'as pas parlé à personne pendant la fin de semaine, ils disent à toi, Nathan, on t'a choisi là, sur 3000 gars. Là. Nous, là, on a une agence qui s'appelle l'agence à l'époque. On va t'aider dans ta carrière. Là. Nous autres, on les a toutes les plugs. Là. Puis ils te montrent ton portfolio avec qui tu travailles déjà comme personnalité connue. Là. Tu sais comment? Hey, ça va y aller. Là. Tu sais, tu dis, j'ai 20 ans. Imagines-tu mon émotion à 20 ans, c'est j'ai gagné la loterie. Tout à fait, je comprends. Puis quand je suis sorti de là, j'ai gagné une dépression, un alcoolisme, puis une tangente à la toxicomanie qui ne m'avait jamais habité avant. Je me suis mis, parce que je ne pouvais pas être le gars drôle, je me suis mis à me dire, regarde ce qui est arrivé. C'est con ce qui est arrivé, mais c'est ça ce qui est arrivé. Je suis sorti, j'ai fait une soirée d'humour. Au moment où je faisais ma soirée d'humour et que là, j'étais connu du public, il n'y a personne qui riait dans la salle de mes jokes. Les mêmes jokes que quelques semaines avant l'émission, les gens riaient. Mais tout le temps que là, je parlais, les gens faisaient juste faire comme c'est Nathan de Love Story. C'est Nathan de Love Story. Fait qu'ils n'écoutaient même pas mes jokes. Puis à un moment donné, ça n'a juste pas bien été. Puis j'ai droppé le micro, puis je suis parti. Puis je ne suis plus jamais remonté sur un stage faire de l'humour de ma vie à partir de ce moment-là. Wow. Puis la même semaine, l'agence m'a appelé pour me dire on a un projet de barman invité en région.
toi, Nathan, tu as travaillé dans les bars pendant des années pour payer tes études. On a pensé à toi pour ce projet-là. Fait qu'on va vendre dans des bars en région une tournée de barman de lofter. Puis on va te vendre toi. On va dire à toi, s'ils te prennent, ils vont t'envoyer comme barman invité. Tu vas remplir leur bar ce soir-là de gens parce que ça va être promotionnel. Puis toi, ils vont te payer en plus pour ça. Puis des bons montants, là. Tu peux pas savoir les montants. J'ai été payé pour être barman d'un soir dans des bars en région, là. Puis il y avait des posters de moi. Puis... Fait que ça me gardait comme vivant dans mon trip de « Ah, je suis comme connu parce que quand je m'en vais au Saguenay, il y a des pancartes de moi, puis le monde y attend que j'arrive pour prendre un shooter avec moi puis des photos. » Mais ça, là, ça s'est mis avec des contrats qui me trouvaient semaine après semaine. Parce que là, les propriétaires de bars, ils disaient « My God, Nathan, c'est un gars de party, ça. » Tu comprends? Puis là, moi, je me suis mis à aimer être le gars de party parce que ça me sauvait ma vie. En plus, je pouvais gagner ma vie comme ça. Tu peux pas gagner 10 ans ta vie en faisant le party. Ça a des limites, effectivement. Mais surtout que la prochaine limite, c'est la prochaine saison de Love Story avec les nouveaux qui arrivent. Fait que toi, Exactement. Ils t'ont citronné, là. C'est ça. Puis c'est ça ce qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, je me suis levé un matin, j'avais plus de contrat, j'avais une alcoolisme, j'étais en dépression, puis je le savais même pas. Puis je vais te le dire, en toute honnêteté, je vais toujours être intègre avec les gens. J'avais consommé de la cocaïne dans ma vie, puis je n'avais pas fait ça avant. Puis là, je me rendais compte que des fois, j'avais envie d'en consommer. Fait que, tu sais, je m'étais détruit. J'étais détruit, là. Et là, je comprends qu'on a monté très, très haut parce qu'on a fait des unes de magazines. On a continué un peu sur cette lancée-là, mais du jour au lendemain, on se rend compte qu'on est rendu dans le bas. Et on prend conscience de ces réalités-là que tu viens de faire. Oui. Je fais encore l'allusion à ton jeu de cartes. Oui. Là, tu as joué toutes tes cartes, là. Ah oui, j'ai fait all-in sur la table, puis Tu as fait all-in, puis tu as tout perdu. Tu rebondis comment? Ben, imagine, c'est juste des mauvaises affaires qui ont fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis devenu. Tu comprends? Mais oui, mais comment tu as rebondi? Parce que, à quelque part, LinkedIn est arrivé pas très loin après ce que tu viens de dire là, si je comprends bien ton parcours. Là. C'est qu'il y a eu, un moment donné, il y a eu un... Je vais te le faire en accéléré, là. Puis tu vas voir, là. Puis je trouve ça tellement précieux d'avoir la discussion avec toi. Puis c'est une discussion que je n'ai pas défoncée dans la vie, excepté dans mon podcast, en invité des fois. Je ne suis pas allé dans ces zones-là parce que ce n'est pas mon auditoire, ils ne me connaissent pas autant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, pour toi, puis tu sais que j'ai un respect pour toi, puis tu sais comment on s'est rencontrés une couple d'années dans le milieu des conférences, justement, puis on avait eu un flirt, un bromance, là, tu sais, genre. Mais l'histoire, là, c'est que j'ai été un bad boy, tu sais, dans le sens, j'étais alcoolique, j'étais toxicomane, puis là, j'avais plus de contrat. Fait que moi, la seule affaire que j'étais capable de faire, c'est d'essayer de continuer la même affaire dans des bars à Montréal, parce qu'il y avait des bars que là, il y avait des personnalités connues qui se tiennent, qui sont renommées pour ça à Montréal, tu sais, pour vous dire, à l'époque, ça marchait de même. Fait que tu allais sur Saint-Laurent, mais tu sais, là, tu vas aller prendre une bière, si tu veux, peut-être avec, je sais pas, moi, Martin et Marthe, tu sais, genre, tu veux aller, tu sais, tu comprends? Fait que il y avait des soirées comme ça où moi, parce que j'avais la carte de la personnalité un peu connue, ben, j'avais le droit de rentrer dans ces places-là. J'avais le droit de faire le party avec ces gens-là, mais moi, je me disais, ils vont finir par me donner de quoi, ils vont finir par se passer de quoi avec ça, tu sais, tu comprends, moi? Puis là, la seule affaire qui est sortie de ça, finalement, c'est une nuit, je me suis fait arrêter pour alcool au volant d'une Jaguar qui avait été déclarée volée quelques heures plus tôt par le propriétaire. Là, moi, là, je me suis fait arrêter, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, là, devant tout le monde, à la sortie du bar qui s'appelait l'Opéra, complètement sous, en sens inverse, avec une Jaguar, dont on m'avait donné les clés en me disant c'est mon char, puis je te le prête si tu veux. Puis j'étais tellement complètement parti que j'ai cru à l'histoire, j'ai pris les clés, puis j'essayais de me retourner chez nous avec ce char-là en sens inverse sur Saint-Laurent. À 3 heures du matin, devant 10 chars de police qui sont là à la sortie des bars, eux autres, puis ils font comme... Mais je me suis fait arrêter. C'est sûr. J'ai passé la fin de semaine dans le dedans. J'avais 21 ans. Je trouvais pas drôle ma vie, pas en tout. Puis là, j'ai tout perdu. Parce que là, je me suis ramassé à LCN ce matin-là. Ma mère, elle l'a appris à LCN, elle, à TVA. Il y avait un bandeau là, en bas de LCN, ça marquait Nathan Fortin, ex-lofter de l'année passée de TQS, vient d'être arrêté pour conduite en état d'ébriété et vol de voiture.
Ça, c'était en bandeau à LCN avant que je sois sorti du poste de police. Ça, ça brise des rêves. Ben, immanquablement, tu n'étais probablement pas sur la bonne voie, mais ça reste que J'ai tout perdu. le plan que tu t'étais mis, tu t'es mis en tête, malheureusement, je reviens encore au poker, ben, tu n'as peut-être pas jeté bonne carte. Mais là, c'est pire encore parce que là, ça veut dire, ce que je te disais, c'est que là, même le monde de trouble d'un bar ne voulait pas se tenir avec moi. Ouais, c'est ça. Tu comprends-tu? Ben Parce oui. qu'ils disaient, si on se tient avec lui, on va se faire ramasser par la police, là, on va se faire watcher, on va se faire. Mais là, moi, j'ai réussi à m'en sortir de cette histoire-là. Bon, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai perdu ça, là, j'ai sorti de là. Là, j'ai rencontré une fille qui faisait Miss Canada. Mhm. On est tombé en amour. Elle m'a présenté ses parents. Ses parents sont tombés en amour avec mon côté vrai. OK. Pas le gars de Love Story. Ils n'aimaient pas ce gars-là, eux autres non plus. Ils ne voulaient même pas l'avoir dans son salon. Il me l'avait dit. Mon ex-beau-père me l'a dit. Il m'a dit, la première fois que je t'ai jasé, je t'ai aimé. Mais ça passait ou ça cassait. Mais moi, je ne voulais pas que ma fille soit avec un gars comme toi. Un gars qui a fait une télé-réalité, qui se ramasse avec des problèmes de drogue puis d'alcool, puis que tout le Québec le sait. C'est pas quelque chose de le fun, là, tu sais. Je comprends très bien. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils m'ont fait habiter chez eux. Ils m'ont donné le logement. Ils m'ont donné une chance dans la vie de repartir un peu plus. Non, c'est Bon, beau. ce qui est arrivé, c'est que leur fille est tombée enceinte de ma première fille qui s'appelle Talia, qui va avoir 15 ans. D'accord. Ça s'est pas bien super passé avec la mère à ma fille. Finalement, on a été 2 ans ensemble. On était jeunes, hein? Une vingtaine d'années tous les deux. Mais je me suis remis comme en sellette à cette époque-là. Je me suis remis comme, je me suis trouvé une job de directeur marketing pour 3 franchises Boston Pizza. Fait que là, je me suis mis à travailler en marketing avec des budgets, puis commanditer des équipes sportives, puis aller dans des événements. Puis ça fait là, il y avait de quoi que j'aimais là-dedans. Le mandat a fini, c'est plate, ça n'a pas été renouvelé. C'est juste une question de mandat parce que j'avais eu une subvention avec Emploi Québec. Ouais. Le restaurateur avait eu une subvention pour m'employer. Puis là, finalement, ben, c'était le fun, ce qu'on avait fait pendant l'année, mais lui, il n'avait pas assez de budget pour payer quelqu'un faire ça à temps plein le reste du temps. Fait qu'il me l'a avoué. Là, je me suis ramassé pas de job. Je me suis ramassé séparé avec une petite fille 1 semaine sur 2. Et là, mon ami, j'ai fait le pire choix de ma vie. C'est-à-dire? Je suis devenu danseur nu. Oh, t'es-tu sérieux? Sur la tête de tous mes enfants réclamés et non réclamés. Moi, je suis allé prendre une bière, OK? J'ai compté ça dans mon podcast, le monde n'était pas envie de rire. J'avais caché ça toute ma vie au monde parce que j'avais honte. Puis rendu à mon âge, je n'ai plus honte de ça. C'est arrivé quand j'avais 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Mais lorsque j'avais 25 ans, à un moment donné, moi, j'avais de la peine, puis j'aimais pas bien ma vie. Puis j'aimais pas ça sortir dans des bars où je me ferais écœurer. Puis j'étais encore un peu connu. Hein? On se ramène. Là, c'était vers la fin d'être connu pas mal, là. Mais il y avait encore du monde qui me reconnaissait. Fait que moi, ce que j'aimais faire dans la vie, tu vas trouver ça drôle, mais moi, j'aimais ça aller prendre une bière dans le village gay chez Mado. L'après-midi. L'après-midi, j'allais prendre une bière là, jasais avec le barman, jasais avec des gars qui deviennent des drag queens. Je les voyais en gars, moi, avant, puis ça, jasais ensemble. Puis là, après ça, des fois, ils me disaient, reste pour mon spectacle plus tard. Puis tu sais, j'ai toujours aimé le spectacle, tu comprends? Fait que moi, j'avais du fun avec eux autres. Je prenais une bière, ils me racontaient leurs affaires. Puis ça. Puis à un moment donné, au Mado, comment c'est fait? Il y a un bar de danseurs nus en haut pour les hommes. Fait que là, moi, il y a un des gars qui est là qui me dit, tu sais qu'il y a un bar de danseurs en haut? Là, je fais comme, ouais, mais c'est pas contre toi, mais moi, j'ai pas envie d'aller voir des gars danser tout nus. C'est pas moi. Fait que, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais toi, t'as jamais pensé être danseur parce que tu parais bien, tu sais. T'as une belle petite gueule, tu sais, comme, t'as un petit look, puis je fais comme, non, j'ai jamais pensé ça, je me trouve pas assez en shape. Non, non, mais justement, dans les bars de danseurs gays, tu sais, c'est différent que dans les bars comme le 281. Les femmes, ils veulent tous des gros musclés, mais les gars, ils aiment des gars des fois plus minces, des fois plus paquets, des fois plus vieux, des fois plus jeunes. Tu sais, ils ont plus de... Fait qu'un gars comme toi, ça pourrait pogner. Je fais, ben, tabarnouche. C'est-tu vrai, ça? Je dis, ouais. Fait que, m'en va en haut. M'en va jaser avec le gérant. Moi, j'ai besoin d'argent, là.
Ah, ça pas qu'on irait là aujourd'hui? Ah ouais, non? Puis là, il me dit, ben, tu parais bien. Il dit, moi, je suis prêt à t'essayer. Tu vas faire une audition jeudi. T'as-tu déjà fait ça? Non, jamais de la Christie. J'ai compté des jokes sur un stage. Tu sais, genre, j'ai fait le party avec du monde dans des bars. Moi, c'est ça ma base, là, tu sais. Je me dis, d'être, me mettre en boxeur sur un stage puis danser sexy, ça va pas être trop compliqué, tu sais. Fait que là, là, il me dit, jeudi, je te fais faire une audition. Ah, mais là, c'est là que je te dis, des fois, je ne savais pas que j'étais autiste, mais j'aurais pu le comprendre. Parce que là, quand il m'a dit ça, j'ai fait OK. Fait que moi, j'ai passé toute la semaine à venir dans le bar à tous les soirs regarder les gars danser. Pour savoir OK. comment ils faisaient. C'est quoi qu'il fallait que je fasse? Puis à quoi ça ressemble? Puis quel genre de face qu'il fallait que je fasse? Puis quel genre de musique qu'il fallait que je pogne? Puis surtout, je vais te le dire, c'est là que tu vois que le gars de business n'a jamais été bien loin. C'est quoi, moi, ma plus-value? C'est quoi le produit que je suis dans un bar de danseurs? Il y en a 25 par soir. C'est quoi, moi, qui me fait ressortir du lot pour aller trouver ma clientèle? C'est quel persona? Quel genre de clients qui sont attirés par un gars comme moi versus les autres? Il faut que je sois capable de les reconnaître de même pour aller perdre mon temps avec eux autres. Il faut que ça roule ici, là. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, là. Tu comprends? Puis ça, mon côté business, j'ai embarqué solide à ce moment-là. J'ai rencontré une autre femme pendant que j'étais là. J'ai travaillé là 2 ans. OK, quand même. Une affaire qui était pour me sortir de la merde, finalement, est devenue quelque chose de plus plaisant que je croyais parce que là, j'aimais ça parce que je m'étais créé un personnage, je m'étais rasé les cheveux, j'avais pris de la musculature. Je faisais un personnage de bad boy un peu, tu sais, la casquette par l'envers, j'avais pas de barbe, tu sais, c'était comme. Puis j'aimais ça, ça me faisait avoir. Puis il Et- s'appelait Michael. OK, il s'appelle Michael. Parce qu'il OK. faut avoir un nom de scène. Ouais. Puis là, personne ne faisait le lien parce que j'avais les cheveux rasés puis que j'avais pris du poids. Ils ne faisaient pas le lien avec Nathan de Love Story, les gens. Je ne mettais plus mes lunettes. J'avais des tatous que je n'avais pas avant. Fait ils ne faisaient pas le lien. Pas en tout. Puis c'était le fun de même pour moi. Puis, ben, c'est ça. Là, j'ai rencontré une femme qui était une femme monoparentale qui avait le désir de restructurer sa vie puis de retourner à l'école. Elle voulait finir ses études, elle ne les avait pas finies. Elle voulait retourner au cégep, elle ne l'avait pas fait. Puis moi, ben, sur cet élan de motivation-là, ben, puis en étant en relation avec quelqu'un, ça me faisait de plus en plus de conflits de couple et relationnels d'aller danser, tu sais, le soir, puis de faire mon argent comme ça. Ça allait, comme célibataire, tu gères ta vie tout seul, c'est pas grave, mais tu sais, mais en relation avec quelqu'un, puis là, tu vas être plus sérieux, puis là, j'aimerais ça reprendre plus sérieusement ma fille aussi, puis j'aimerais peut-être vivre quelque chose avec sa fille, avoir une petite famille, tu sais, quelque chose de plus normal, tu sais, on va dire. Et là, ben, j'ai tout lâché. Du jour au lendemain, moi, je suis comme ça, j'ai tout lâché. Et là, j'ai été postulé au 411.ca pour OK. faire du télésale. Puis j'avais Ouais. jamais fait ça de ma vie, là. J'ai postulé. Le gars, il m'a fait une entrevue téléphonique au départ. Ils m'ont appelé. J'ai parlé avec le gars. Ben normal, j'avais jamais fait ça de ma vie, là. J'avais même jamais fait d'entrevue téléphonique de ma vie, là. Tu sais, genre, j'étais comme, je comprends pas ce qui se passe. Moi, ma vie avant, c'est de rentrer dans un bar et de dire tu me prends-tu ou tu me prends pas dans la place. Tu comprends-tu? Tu es rendu là. Là, j'ai travaillé à tel bar, tel bar, tel bar. OK, cool, c'est des bons bars, tu es capable de servir de la clientèle. Ça veut dire, tu sais, là, ils ne te demandaient pas des questions où tu te vois dans 5 ans. Puis là, les gars, ils me parlaient, puis ils me posaient des questions de même. Puis à la fin de la discussion, il m'a dit j'ai une dernière question pour toi. Je fais de quoi? Es-tu capable de commencer lundi en formation? Pareil. Je dis ben, for sure que oui. Mais là, moi, je devenais un businessman. Là, dans ma tête, moi, je voyais ça d'une autre manière. Là, en passant chez 4heures.ca, moi, je voyais ça parce que je voyais les bureaux centre-ville de Montréal. Puis j'étais comme, je vais être dans une vitre en haut avec un casque d'écoute. Puis là, je vais parler avec des clients. Puis là, tu sais, genre à la Lou of Wall Street, des pages Ouais, jaunes, c'est genre. ça. Je voyais ça dans ma tête. J'étais comme, ah, ça va me donner une chance de peut-être monter dans l'organisation si je fais bien mes affaires. Puis peut-être, moi, je vais me ramasser superviseur à m'emmener. Là. Puis là, je voyais tout un potentiel, tu sais. Puis ben, j'ai commencé ma formation. Ça a super bien été. Je me suis ramassé dans les conseillers seniors en moins de 3 mois, ce qui normalement prenait 1 an pour les employés, se rendre à conseiller senior. On commençait junior 1 an. Moi, en 3 mois, il me l'avait déjà mis conseiller senior. Puis je me suis mis à utiliser LinkedIn pour parler à mes clients. Et là, encore là, une fois, je n'avais pas réalisé que c'était de l'autisme, mais pour beaucoup d'autistes, c'est aidant. C'est que moi, là, si je parle au téléphone avec quelqu'un,
Il faut que je te voie à la face. Mais OK. je n'étais pas obligé de parler en avant de moi. Fait que j'allais sur LinkedIn, puis moi, mes clientèles, c'était genre les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. C'était tous des courtiers, moi, ma dalle de clientèle, dans mon département. Fait que là, j'allais sur LinkedIn. Hey, en 2012-13, ce que je te raconte. Là. Exact. Puis là, j'allais écrire, mettons, Jean-Guy Bissonnette. Bon, Jean-Guy Bissonnette, je faisais une recherche sur LinkedIn, puis il apparaissait Jean-Guy Bissonnette. Fait que là, moi, quand je parlais à Jean-Guy Bissonnette au téléphone, je voyais sa face. Fait que je lui parlais à lui dans mon ordinateur. Fait que là, ça humanisait ma discussion. Puis deuxième chose, je prenais des choses rapidement avec mon regard sur son profil que je pouvais comme mettre dans la discussion naturellement. Puis ça faisait plus sérieux puis plus de confiance pour lui. Exemple, je l'appelle, puis tu sais, je suis capable d'être en mesure de dire « Hey, monsieur Bissonnette, c'est-tu moi ou vous? Vous êtes plus dans le commercial, vous, je pense, ça se peut-tu? » Ah ben oui, c'est ça. Moi, je suis dans le commercial. Jamais de résidentiel? Jamais de résidentiel. Mais moi, je l'avais vu sur LinkedIn. Et il sentait que OK, puis votre territoire, c'est quoi? Ah, moi, c'est la Rive-Sud. Ouais, mais la Rive-Sud, c'est large. Mettons, tu me nommes 10 villes où ce que tu vas avoir de la clientèle, c'est quoi? Ah ben moi, c'est Longueuil, Saint-Hubert. Ah, là, c'était le fun. Tu comprends? Fait que là, je pouvais emmagasiner de l'information puis de lui vendre directement ce qu'il venait de me dire. Ben justement, j'ai un forfait de 10 villes. Puis comme vous venez de nommer les 10 villes dans lesquelles vous devriez être, ça serait pas mal un peu weird de ne pas le prendre. Puis là, c'était des appels qu'on vendait comme ça. Ça pouvait durer une vente entre 5 minutes puis 30 minutes. Tout dépendamment. Puis là, tu faisais tes ventes. Puis là, ben, tu pouvais t'en aller chez vous quand tu avais fini tes ventes de la journée ou continuer puis aller faire de la bonification. Pourquoi je te dis ça? 4heures.ca, Pajon, ça a fait faillite, ça. Ça n'a pas été bien été. Hein? Mais un matin, là, après presque un an que je travaillais là puis que j'étais dans le conseiller senior, ben, il y a un lundi matin qu'on est arrivé à notre département francophone du 4heures.ca au 1000 de la Gauchetière à Montréal et qu'on nous a dit « Bon matin tout le monde, vous n'avez plus d'emploi. » Pareil. Okay. Le département ici a été réattribué à Toronto parce qu'il y a du bilinguisme là-bas, puis ils ont juste engagé un d'autre qui parle anglais, français cassé, on va se le dire. Là. Mais c'est le choix qu'ils ont fait. Fait que ce lundi matin-là, un après l'autre, on rentrait dans le bureau du superviseur, puis il nous disait qu'est-ce qui allait se passer pour nous. C'est exemple, ça faisait 10 ans que tu étais là, bon, ben, tu avais un parachute de sécurité, tu avais eu ton chômage, tu comprends. Mais ouais, ça faisait moins d'un an que j'étais là. Moi, j'avais pas de chômage, j'avais rien, là. Puis ça, je l'avais compris en tabarnouche, là. J'étais comme, oh non, j'étais encore dans la marde. Là, je suis dans la marde, c'est pas juste dans la marde, je suis dans la marde avec une petite famille, je suis dans la marde avec un condo que je paye, puis là, parce que j'ai restructuré ma vie en travaillant là, moi, là. Je suis rendu, je mets des belles chemises, rendu, je mange dans des restaurants, je me paye un beau loyer, je gagne bien ma vie chez 4heures.ca en passant, c'est des bons salaires, puis quand tu es dans senior en bonification, tu ramasses des bonus, c'est là que ton gagne-pain se fait, là, tu sais. Encore là. Il décide de me passer le dernier. Tu comprends pas, là. J'ai passé toute la journée là jusqu'à 3h15. Ça arrivait à 9h le matin. On ne travaillait pas. On attendait chacun notre tour qui dise notre nom. Oh, ouais. On entendait le monde broyer. On entendait un qui n'était pas content, qui disait « Moi, j'ai mis les dernières années de ma vie ici, nanana, j'ai une famille, puis je peux pas croire que vous faites ça, vous êtes sans cœur. » Et shit. Pas cool. Là, je suis rentré là dans le bureau du superviseur. Il m'a passé en dernier. Je ne savais pas pourquoi. Puis il m'a dit « Nathan, pourquoi je t'ai passé en dernier? » Je fais quoi? Parce que je voulais avoir une discussion avec toi que je n'aurais pas avec les autres. Puis j'ai dit quoi? Il dit, tu as vraiment beaucoup de potentiel. Puis j'ai un ami qui part une business. Là, il est en train de la partir. C'est une start-up, ça s'appelle. Là, il m'explique les start-up, c'est quoi? Je ne connaissais même pas ça. Start-up, une nouvelle business en innovation. Ils ont besoin d'aller chercher des premières ventes pour créer un recurring, pour pouvoir aller chercher du financement. Et moi, je ne connais pas. Mais je suis tout excité. Je fais comme... Mais il dit, j'y ai parlé de toi. J'ai dit que dans tout mon département, j'avais un gars qui pouvait faire du défrichage solide, puis cogner dans les portes, puis pas avoir peur. Puis c'est toi. Fait que si tu appelles là, lundi, ça se peut que tu commences un nouvel emploi, toi. Try it. Ben, je suis sorti de là. La première affaire que j'ai faite, c'est que je l'ai appelé. Gabriel Bouchard, créateur de Monster.ca. Fondateur, créateur de Monster.ca, ancien PDG de Workopolis. C'est lui qui a commandité les Jeux olympiques de Vancouver avec Workopolis cette année-là. Ils ont dépassé Coca-Cola en budget.
C'était la 13e plateforme la plus consultée sur le net dans ces années-là. Et lui, il décide de partir une business, puis il décide de m'engager pour créer la business avec lui. Et là, LinkedIn commence solide. J'ai pas de carnet de contact. J'ai pas de réseau de contact. J'ai jamais été dans des écoles de commerce. Tu comprends? Je ne suis pas le fils d'une bonne famille. Je peux pas, je fais pas partie du clan des Skulls, là. Je suis pas dans les Illuminati non plus, là. Qu'est-ce que je vais faire, là? Puis là, ma job, il m'explique, un coup qu'on a tout fait le mapping de tout ça, on a travaillé fort avec nos cerveaux, là, il m'explique que là, moi, je dois booker des rendez-vous avec des décideurs d'entreprise pour leur parler de ça. Ce que je n'ai jamais fait de ma vie non plus. Mais là, je décide que LinkedIn va être ma porte d'entrée. Là, je décide de chacune des personnes à qui je dois parler. De un, je vais la trouver sur LinkedIn. De deux, je vais l'aborder par LinkedIn. Puis de trois, je vais booker des rendez-vous comme ça. Puis là, je me ramasse à être obligé d'aller parler avec les décideurs de BMR, du Proprio, Remax, Club Piscine. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ma job, c'est de leur donner assez d'intérêt qu'ils veulent s'asseoir avec Gab Bouchard. Exact. Parce que si c'est Gab, you're gonna sing it. Il a une réputation en affaires, lui. Fait que je me ramasse à ma job, c'est d'être un open door. Je commence à aimer ça. LinkedIn, ça va bien. Je commence à développer mon LinkedIn. C'est mon outil principal. Je commence à des webinaires, ci, ça, des formations. Mathieu Lafrenière, une sommité au Québec, LinkedIn, m'en va m'asseoir dans une de ses salles de classe. Je veux comprendre la machine à un point, genre. Encore là, ça ressemble un peu à de l'autisme. À un point que, genre, je suis capable, les yeux fermés, de voir l'algorithme. Tu sais, c'est comme, j'en mange, là. Puis je deviens bon avec LinkedIn. Puis on monte une business de plusieurs millions de dollars avec un recurring qui se met en vente à Toronto. Il y a beaucoup de Toronto qui achètent des business québécoises, un coup qui sont montés. Ils n'ont rien d'autre à faire que l'acheter puis la laisser rouler après. Eux autres sont gagnants. Puis lui, Gab, il aime ça, faire ça, des flips de business, créer des business pour les revendre. Il sait que c'est payant pour lui. Il s'est mis millionnaire comme ça dans le passé, tu comprends? Mais là, ils se mettent à vendre notre business qu'on a créé, finalement, mais que lui me payait au salaire pour créer avec lui. Mais là, ça se vend. Hey, imagine-toi, là. Là, j'ai encore plus de job lundi matin. Puis pas parce que je suis pas bon. Parce que j'ai trop bien fait ma job. Là, je fais comme, wow, merci la vie. Et là, Gab, il sent là, que je suis comme irritable là, à ce moment-là de la vie parce qu'on ferme les livres pour vendre. Là. Fait que moi, ça me tente plus de vendre. Là. Ça me tente plus là, d'être happy. Tu sais, moi, dans le fond, tu es en train de me dire qu'on va vider le bureau ici, de débrancher les ordinateurs, puis qu'il nous reste 2 semaines pour faire ça. Puis qu'après ça, moi, je m'en vais m'arranger avec mes flûtes, puis que toi aussi, puis qu'on va se revoir une fois dans la vie, on va se saluer, c'est ça? Puis en plus, ça me vient me faire de la peine émotionnellement parce que moi, je m'attache avec les gens. C'est comme moi, je le voyais comme mon mentor. Mais lui, il le sait. Mais il ne me le dit pas. Fait qu'il était arrivé un matin, il m'a donné un livre. L'homme qui vendit sa Ferrari, le bouddhiste qui a vendu sa Ferrari. Un livre en cadeau, parce qu'il savait que j'aimais beaucoup lire. Puis il m'a dit que c'est un livre qui allait m'aider dans la vie, justement, sur plusieurs points. Puis il m'a donné une belle enveloppe avec une lettre de recommandation qu'il avait écrite puis signée, tu sais, quelque chose de wow, là, tu sais. Tu fais comme... Puis on l'a lu ensemble, puis il m'a dit, je te dis, j'avais les larmes aux yeux, puis il disait, avec cette lettre-là, n'importe qui va t'engager, Nathan. Tu n'as pas besoin d'avoir peur pour ton futur. Je ne veux plus jamais que tu aies peur pour ton futur. Tu es un bon gars, tu es un bum qui l'a eu dur, mais tu as du cœur, tu as une tête. Tu sais, lui, il avait aimé ça de moi, tu comprends? Fait qu'il reconnaissait ça, puis il me disait, avec cette lettre-là, tu ne rentreras pas comme vendeur à quelque part. Tu vas être superviseur de département ou superviseur d'équipe ou formateur, Nathan, tu sais. On ne retourne pas genre back in the days, là, genre, tu sais. J'ai fait OK. Mais il m'a dit, l'affaire, c'est que je préférerais que tu ne l'utilises jamais. Oh. Il m'a dit, ce que je préférerais savoir dans la vie, c'est que tu ne travailles pas pour le salaire de plus jamais personne. Et que tu travailles pour toi. Je veux que tu deviennes consultant, Nathan. Puis je t'ai vu aller avec LinkedIn, puis il y a une expertise que tu as en ce moment, puis que tu vas développer dans les prochaines années, qui n'existe pas. Et les gens vont avoir besoin de cette expertise-là, et toi, tu es en train de la construire.
Puis j'étais comme, ouais. Il dit, donc, tu vas devenir consultant LinkedIn pour les gens. Ça n'existait comme pas vraiment, là, tu sais, honnêtement. En plus, il n'y a pas d'école, tu peux aller prendre un cours de coach LinkedIn. Puis il m'a dit, je te fais tellement confiance que si tu me dis oui, je suis OK. Moi, j'ai déjà ton premier client. Puis je regarde, tu sais, moi, pas être ton coach LinkedIn, là, tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens. Là. Il dit, non, 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 non. Il dit, moi, j'ai des fournisseurs de services. Tu sais, j'ai mon conseiller financier qui est mon bon ami. Là. Je fais, ouais. Ben, ça va être ton premier client. J'ai déjà parlé de toi. Donc, c'était le début d'une longue aventure. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fermé mes livres de salariés à cette époque-là. J'ai commencé à coacher des gens LinkedIn du mieux que je pouvais. Je l'ai même fait pro bono longtemps. Je m'allais dans des espaces de coworking, puis je faisais des cafés coworking avec des gens gratuits pour pouvoir comprendre comment je pourrais les aider dans chacune des situations, que tu sois architecte, que tu sois courtier, que tu sois artiste, que tu sois n'importe quoi, conférencier, formateur. Puis là, je passais beaucoup de temps pro bono, pro bono, pro bono. Puis à un moment donné, les gens pro bono que je pognais, ben, ils me référaient à leurs amis. Fait que là, je me ramassais à faire du pro bono sur des contacts de collaborateurs. Fait que là, je me suis dit, ben là, ça commence à valoir de l'argent, tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, je chargeais un peu des gens, mais pas tant. Fait que là, j'avais comme un petit problème là, là-dedans. Puis là, j'ai su qu'il existait le soutien aux travailleurs autonomes. Exact. À l'époque, ça n'existe plus. Là. Ils ont fermé ça cette année. Soutien aux travailleurs autonomes, tu vas déposer ton idée d'entreprise de travailleurs autonomes, tu passes devant un comité, tu expliques ça. Si tu es pris, ça vient avec un cours de lancement d'entreprise. Après ça, à mon époque, à moi, tu avais 1 an de salaire de base. C'est comme si tu avais, mettons, le salaire minimum à tous les mois qui rentrait. Puis là, tu pouvais faire des ventes puis développer ta business cette première année-là au moins, en ayant OK, je suis capable de payer mon loyer. C'est quand même plaisant quand tu développes une business. T'sais. Puis ben, c'est comme ça que ça a commencé. En 2016, j'ai créé Influenza officiellement. Puis ben, j'ai commencé depuis 2016 à coacher des gens LinkedIn à temps plein. Puis à devenir de meilleur en fois, meilleur en meilleur aussi. Puis à commencer avec des travailleurs autonomes jusqu'à, tu sais, sans vantardiser, si tu le sais, là, tu sais, comme l'année. Mes gros clients, c'est chez Métro, Desjardins, C2, Montréal, le Congrès international. Tu sais, j'ai des firmes d'avocats qui sont importantes au Québec, j'ai des firmes de comptabilité qui sont connues, j'ai des agences de conférenciers. Fait que, tu sais, j'ai fait mon expertise, je l'ai créé sur le tas. Je l'ai créé, mon expertise, en le faisant pour vrai. C'est ça que je disais. On a parlé de ton parcours. Je trouve ça intéressant parce que je disais tout à l'heure que tu avais un parcours atypique. On ne peut pas être plus atypique que ce que tu viens de dire là. Tu avais un parcours autodidacte. Tu es un homme original. Ben, l'autodidacte, on le voit tout le long. L'originalité, on la sent partout. Elle est importante quand tu es en train de me dire que ton sens de la business, tu as commencé à le développer quand tu étais dans le bar de danseur. Ça demande d'une capacité d'être autodidacte, mais ça demande une certaine originalité, d'être capable de voir les choses différemment. Tu es capable aujourd'hui de réaliser que ton spectre de l'autisme, ben oui, ça aurait peut-être été plus facile, mais de la façon que tu en parles depuis tout à l'heure, moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il t'a été salutaire, parce que sans lui, peut-être que tu n'aurais pas eu toute cette expertise-là que tu as su développer différemment. Donc, moi, je trouve ça... C'est tellement beau ce que tu viens de dire, là. Puis j'ai remercié ma mère dernièrement d'avoir été très dure avec moi dans mon enfance en passant. Parce que ma mère ne le savait pas non plus. Ma mère m'a obligé à... Ça n'a pas été les plus belles méthodes, OK? Ouais. Je suis capable de faire... Moi, dans la vie, je suis capable de séparer la manière de l'enseignement de l'enseignement. Fait que je suis capable de me détacher de la manière que ça a été enseigné pour me dire l'enseignement, lui, il y a de la valeur, fait que je pars avec ça. J'oublie l'expérience de l'enseignement. J'oublie s'il y a eu des tapes à la tête ou des tapes sur les doigts qui sont venus avec. Je veux juste prendre le morceau que ma mère a voulu me donner avec beaucoup d'amour, mais sans savoir comment le faire. Fait que ma mère, là, elle se ramassait là, des années 90 avec un enfant autiste sans comprendre qu'il est autiste, qui est dépressif chronique, qui est dans la douance, qui n'est pas comme les autres. Puis elle m'oblige à regarder les gens dans les yeux lorsque je parle, puis qu'elle se fâche en plus, puis elle me donne la merde. Ma mère est comme, je veux jamais que tu baisses les yeux devant personne lorsqu'il te parle. T'arrêtes de baisser les yeux quand je te parle. Tu me regardes dans les yeux. T'es pas un loser. Puis je suis comme, puis là, il fallait que je tienne le regard de ma mère. Hey, une des premières affaires de l'autiste qui est le plus compliqué au monde, là, c'est de soutenir un fucking regard pour un autiste. Tu comprends-tu? Puis là, moi, je suis là. Puis j'ai appris à le faire. Puis là, ma mère, elle m'obligeait à aller vers les autres.
C'est pas vrai que tu vas rester tout seul dans ta chambre tout le temps à jouer au Scrabble, puis au domino, puis à mes affaires. J'avais mon monde imaginaire, là, tu sais, comme, était comme, va jouer dehors avec les amis, va faire du ballon, va. Elle me sortir de ma zone de confort. Exact. Fait qu'à quelque part, dans ce que tu viens de dire, je vais dire quelque chose que j'ai réalisé qui est quand même précieux puis qui a comme un double message. J'aurais aimé savoir que je faisais de l'autisme avant parce qu'il y a des choses qui auraient été plus faciles, mais en même temps, de ne pas le savoir, t'imagines-tu à quel point ça m'a obligé à me dépasser continuellement? Et je vais même aller plus loin que ça, à te dépasser, mais en même temps, à connecter tout ce que tu viens de nous raconter là pour faire en sorte qu'aujourd'hui, tu es un entrepreneur aguerri qui a une liste de clients quand même prestigieuse que tu viens de dire là, mais tu restes quelqu'un d'atypique. En tout respect, puis en tout respect. Mais bravo, c'est ce qui fait effectivement que tu es encore capable de te démarquer sur le marché. Tu as une expertise qui est là, mais tu es quelqu'un qui a aussi une couleur particulière qui fait en sorte qu'il te démarque. Fait que moi, tout ce parcours-là que tu racontes là, pour moi, c'est extrêmement inspirant et j'espère que les gens qui nous écoutent ont cette même étincelle-là parce que moi, vraiment, moi, je me permets de dire que j'ai un parcours atypique, mais à côté du tien, pas atypique du tout. Je suis pas atypique du tout, mais ça reste que tu as accumulé des acquis. Fait que pour moi, c'est un beau témoignage de réussite. Et là, j'ai envie de parler vraiment aux gars d'affaires. Si je parle aux gars d'affaires actuellement, puis j'ai dit, pour lui, là, le monde des affaires aujourd'hui, là, c'est quoi? Comment tu le décrirais, le monde des affaires aujourd'hui? Chaotique. OK, pourquoi? En ce moment, ma réponse, c'est vraiment en ce moment à ta question. En ce moment, je trouve que le milieu des affaires est un chaos. Pourquoi j'appelle ça un chaos? C'est que il y a des années de ça, le monde des affaires fonctionnait un modèle, une manière de fonctionner. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça. Tu avais certaines lignes de conduite, j'appellerais, tu sais, un livre non écrit de la business, mettons, tu sais. Puis maintenant, tu regardes avec la crypto-monnaie, l'innovation, l'Internet, le pas Internet, le présentiel, le pas présentiel, les outils, l'IA, le ci, le ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, c'est un chaos dans le sens que tu peux tellement tout faire puis tout essayer que c'est facile de se perdre là-dedans au niveau des stratégies d'insertion de marché, j'appelle, tu sais, comme juste de dire, moi je parle avec des gens des fois, juste de passer de l'idée à la première vente, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour une tête. Parce que là, tu as plein de choix que tu peux faire. Je vais-tu mettre sur LinkedIn, je vais-tu avoir un landing page, je vais-tu faire de la promotion sur Facebook, je vais-tu me louer je vais aller dans une place de coworking, me louer une place, ou je vais travailler à partir de chez nous, ou il y a plein de... Les possibilités sont beaucoup plus multiples qu'elles étaient auparavant et le marketing a beaucoup changé. C'est souvent, moi, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on avait un marketing de masse qu'on utilisait beaucoup. Voilà. Et là, on travaille avec un marketing de niche. Donc, à la base, il faut juste que tu te poses la question à qui je parle et maintenant à qui je parle, comment je vais le rejoindre. Mais comment je rejoins le plus de gens qui sont les cousins de qui je parle? Ben, exactement. Fait que, là, ça nous... et je comprends, quand tu parles de chaos, je comprends. Mais effectivement, il y a... Et t'ajoutes à ça, mon dernier point chaotique, post-pandémie, une situation, une conjoncture d'inflation qui est, pour vrai, pour les gens qui sont en service et produits non essentiels, là, actuellement, j'appelle, là, qui ne sont pas ta bouffe, tes fournisseurs d'hydro, ton garagiste, puis tout ça, ben, il y a beaucoup de corps de métier, des expertises comme les nôtres même. Je parle avec des gens qui, les chiffres de comptabilité cette année ne sont pas comme les autres années. Fait que tu rajoutes à ça, chaotiquement, une situation où tu as donné un peu plus aussi pour aller chercher le revenu conséquent des dernières années. Tu sais, moi, là, je vais te faire une confession. Pendant la pandémie, là, tu penses-tu que j'étais pauvre? Je te le disais avec un sourire. Il n'y avait plus de 5 à 7, il n'y avait plus d'événements réseautage, il n'y avait plus de congrès, il n'y avait plus de conférences, il n'y avait plus de formation en personne, en présentiel. Tu ne pouvais plus aller cogner chez le monde, faire du porte-à-porte. Il n'y avait plus rien qui pouvait se faire. Fait que moi, à partir de la pandémie, là, ça faisait des années que je passais le message de faut faire de la vente sociale, il faut faire de la vente par les médias sociaux. Pas juste des t-shirts, puis des brosses à dents, puis des influenceurs. Toi, moi, lui, tout le monde qui fait des business à cette heure,
faut qu'on sache utiliser ces plateformes-là. Mais là, mon message au début était comme, mais non, je mets mon budget, je m'en vais à Place Bonaventure à chaque année au salon de ci ou au salon de ça. Puis ils faisaient le chiffre d'affaires comme ça. Mais moi, pendant la pandémie, ça m'a donné une porte ouverte de dire, ah, mon expertise est venue ressortir. Fait qu'encore là, je me trouvais chanceux pendant ces 2 années-là. L'inflation est arrivée. Je me fais répondre souvent, pas, je ne suis pas intéressé. Je me fais souvent répondre qu'actuellement, les priorités budgétaires sont ailleurs. On est dans un marché où il y a beaucoup plus d'offres, mais il y a surtout moins de demandes. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans des situations telles que l'on est actuellement et qu'on doit quand même trouver notre côté distinctif pour être capable de se démarquer et être celui qui lève la main ou qui est choisi par rapport au budget limité que les entreprises peuvent avoir. Mais c'est très vrai ce que tu dis. Puis en même temps, quand je t'ai dit en rien chaotique, ce ouais. qui est très drôle dans ma manière de le dire, c'est que je l'ai dit avec un sourire parce que je fais partie de ceux qui croient formellement que le chaos est créateur. Le chaos est une mine d'or actuellement. Dans le sens que plus que c'est chaotique, plus que tu peux être une solution aussi. Plus que tu peux travailler ton cerveau, aller dans le mode innovation, dans le mode ça n'a jamais été fait comme ça, mais là, les gens vont m'écouter. Et mais là, ça permet de créer. Mais tant aussi longtemps que tu ne restes pas dans le chaos. Parce que c'est souvent les choses que moi je vais dire. Quand les choses vont vite, puis que tout brasse, puis que tout est complexe, c'est sûr qu'à un moment donné, tu deviens un peu étourdi, puis un peu débordé. Si tu ne te permets pas de prendre un peu d'une pause, un certain recul pour essayer de voir le chaos avec une perspective différente, tu ne seras jamais capable de trouver les solutions, de trouver l'innovation, de trouver la créativité. Il faut que tu prennes un recul à un moment donné. Tu ne peux pas être dans l'ouragan puis aider les gens. Il faut que tu recules de l'ouragan puis tu dis OK, là, j'ai des solutions pour vous autres. Là. Exactement. Et tu as raison, c'est extrêmement créatif, tant aussi longtemps que tu es capable de te décoller le nez de l'arbre. Ça, c'est sûr et certain. Et très souvent, le problème, c'est que quand ça se met à aller vite, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou quand ils veulent aller vite, qu'ils veulent accélérer, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent sur le gaz. Ils veulent aller encore plus vite parce que ça va vite. Mais là, il faut qu'on continue d'aller vite. Tandis que le réflexe que moi, je dis tout le temps, non, arrêtez d'aller vite. Pesez sur le break, prenez un certain recul, puis regardez c'est quoi la meilleure voie. Voyez c'est quoi les opportunités, les possibilités, l'innovation que vous pouvez prendre. Mais malheureusement, le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs, dans des situations comme on est en train de vivre et comme on a vécu, c'est de peser sur le gaz pour continuer d'aller plus vite. À un moment donné, comme je dis toujours, il n'y a pas de 6e vitesse sur une voiture, puis même si tu roules en 5e continuellement, tu sais. Mais tu sais, puis je la vois ton image, ça, à un moment donné, tu es peut-être mieux de te mettre sur l'accotement, tasser, puis de faire comme OK, genre, je vais juste replacer mon GPS parce que là, regarde, ça ne marche pas comme je veux en ce moment, tu sais. Exactement. Je vais me sécuriser dans ma conduite, tu sais. Mais le monde, tu as raison, ils ne font pas ça. Ils font Hey, je veux me rendre à la prochaine sortie au plus vite, aller faire pipi. Non, mais attends, là, tu sais. Il y a moyen d'être créatif. Nathan, on pourrait jaser pendant des heures. Là, je vois le temps qui file, c'est super intéressant, mais je ne peux pas te laisser aller sans te demander. On parlait de vente sociale, on parlait de LinkedIn. Justement, ça serait quoi les 3 conseils les plus importants? Demain matin, il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit moi, là, je veux me mettre à être beaucoup plus actif sur LinkedIn. Je veux développer ma business. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les 3 premières pierres que je dois mettre en place pour être capable de bâtir là-dessus? OK, première chose, avant même de penser aux autres dans la vie, pense à toi. Pense à toi, ce que je veux dire par là, c'est fais des fondations solides, OK? Parce que quand ça va fonctionner, ça ne sera pas le temps de les faire, les fondations solides. Exact. C'est peut-être drôle comme commentaire. Mais alors, la première chose que je dis aux gens sur LinkedIn, la première chose, tu t'arrêtes, tu réfléchis à c'est quoi mon objectif avec LinkedIn? Exact. Déjà là, avant de commencer n'importe quoi dans la vie, tu veux prendre une direction, il faut que tu saches où tu t'en vas. C'est quoi ton objectif avec LinkedIn? Il y en a qui vont dire moi, je veux vendre mes livres. C'est un objectif. Moi, je veux vendre des conférences. C'est un objectif. Je veux vendre des formations. C'est un objectif. Je veux vendre des assurances. C'est un objectif. Je veux juste me faire connaître. C'est un objectif. Faire connaître mes podcasts. C'est un objectif. La première chose, premier conseil, juste on clarifie l'objectif. Regarde, tant qu'à le faire, on le fait bien. T'sais. Moi, j'ai décidé de m'inscrire sur LinkedIn. Je prends du temps à faire un profil. Ben, il y a un objectif à l'arrière de ça. Je ne viens pas perdre mon temps. Déjà, on a un objectif qui est clair. En relation avec cet objectif-là,
Un, objectif. Après, 2. Construire sa marque professionnelle et personnelle en lien avec son objectif. Construire sa marque professionnelle et personnelle en lien avec son objectif. Donc, tu prends ton profil. Première étape, ton profil, OK? Un coup que tu as choisi ta photo, que tu parais bien et que tu es fier, on passe à autre chose. Et que Tout tu n'es se pas sur le passe bord de dans... la piscine. Drette ça. Tout se passe dans le résumé. Dans le résumé, les gens doivent avoir une confiance virtuelle avec toi en moins de 30 secondes. Les gens vont sur leur téléphone, regardent ton résumé vite fait, en diagonale, puis ils se font une idée de savoir est-ce qu'ils vont continuer ou pas la relation numérique avec toi ou est-ce que tu es le bon ou pas le bon expert pour eux en ce moment suite à la lecture de ceci. Donc, mon objectif, exemple, moi, c'est de coacher des gens sur LinkedIn. C'est clair. Donc, mon texte, mon résumé va être écrit en relation avec ça. Donc, je vais me présenter comme étant un coach LinkedIn. Je vais me présenter et là, je vais faire ça vraiment vite, OK? Dans le texte de... Je veux vous aider tout le monde, OK? Je donne de quoi de croustillant. Dans le texte qui te résume, qui te présente, tu dois répondre à des questions. Un texte, ce n'est pas juste dire « Ah, je suis tel type de personne ». Tu dois faire ça. Tu dois écrire un texte, qui est au « je ». Ouais. Au jeu, pas narratif maintenant. Avant, c'était narratif, c'était correct. Maintenant, c'est au jeu. C'est de la vente sociale, c'est direct, one-one. Au jeu. Et tu réponds à ces questions-là dans ton texte. Tu n'es pas obligé de marquer les questions pour qu'on les voit, mais tes paragraphes, on va le sentir, c'est ça. On veut ton texte, on veut que ça commence par « Je suis qui? Je suis quoi? Mes évolutions. » Je suis qui? Je suis Nathan Fortin, j'étais un autodidacte, j'étais un verbomoteur, j'étais un gars qui a un passé fucked up, j'étais un autiste invisible, j'aime l'interconnexion humaine, je suis un père de famille, je n'ai pas la langue dans ma poche. Je suis quoi? Je suis coach expert LinkedIn et je suis célébrant de mariage l'été et je fais mes propres podcasts comme toi. Ah, c'est pas la même chose, je suis qui puis je suis quoi. Mais là, c'est clair. Je suis qui dans je suis quoi? Comme un peu le why à la Simon Sinek, mais un peu plus poussé, un peu plus de crémage, tu sais. Ouais. Deuxième question. On veut lire ça sur ton profil LinkedIn. Je suis qui? Je suis quoi? J'offre quoi et je l'offre comment? J'offre de l'accompagnement LinkedIn et de l'expertise LinkedIn. C'est ce que j'offre aux gens. Je n'offre pas des t-shirts. Je n'offre pas des conseils financiers. C'est ça ce que j'offre. C'est clair. Puis je l'offre comment? Par des sessions one-on-one, par vidéoconférence avec des travailleurs autonomes et des solopreneurs depuis des années ou en organisation directement en donnant des ateliers interactifs à des équipes de vente, à des équipes de recrutement. Un atelier de 2 heures. Magnifique. Fait que c'est comme ça que je l'offre. Ensuite, tu finis ton texte en disant aux gens, je cherche quoi? Je cherche qui? Entre parenthèses, call to action. C'est à nous de dire aux gens, t'es mon style de client. C'est à nous de dire aux gens, j'ai envie de travailler avec des startups. Bien, tu le marques. Si vous êtes une startup, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé. On va le trouver. Tu trouves une formule qui est bonne. Puis qui dit aux gens, regarde, si tu es ce type de personne-là ou d'organisation, ou tu le nommes, là, la personne elle va faire comme, OK, il est cette personne-là, il est comme ça, il offre ça, il l'offre de cette manière-là. Déjà, j'aime sa personnalité puis la manière qu'il fait. Puis, Christy, il travaille avec des travailleurs autonomes. Puis, je suis travailleur autonome. Ça veut dire que peut-être que je vais être capable de le payer même. Il doit avoir des fourchettes de prix qui sont adaptées. Tu réponds à ces questions-là d'avance. Je veux qu'on résume ça parce que c'est trop important ce que tu viens de dire là, puis je veux qu'on prenne le temps de le résumer pour que tout le monde le comprenne. Dans ton branding personnel, qui est ton deuxième volet que tu disais dans tes conseils. La première chose, je suis qui et je suis quoi. Oui. Tu réponds à cette question-là. Deuxièmement, je fais quoi et comment je le fais. Oui. Et troisièmement, je travaille avec qui, puis j'offre, je veux quoi. Je cherche qui, je cherche quoi. Je cherche qui, je cherche quoi. Parce que je vais te donner un exemple. Des gars comme toi puis moi, ça peut être ça. Exemple, mettons, moi, mon type de client, je vais le définir. Comme si vous êtes une organisation qui utilise LinkedIn puis au niveau des équipes de vente, ben, je peux être votre homme. Mais ça, c'est je cherche qui. Tu comprends? Mais je cherche quoi? Moi, j'aimais ça, donner des conférences avant la pandémie. Ça se peut que je rajoute une ligne à mon LinkedIn prochainement qui dit si vous êtes un organisateur d'événements à la recherche d'une expertise au niveau de la vente sociale, je suis peut-être votre homme. Je suis en train de dire à tous les organisateurs d'événements au Québec que s'ils font un événement sur le multimédia puis l'utilisation du numérique, je serais peut-être intéressé à être un conférencier. Donc, on va attirer ces opportunités humaines-là puis les opportunités
du timeline de la vie en les nommant nous-mêmes, en faisant acte de... On a un pouvoir, les humains, hein? C'est à double sens. On doit utiliser notre magnétisme. Puis notre magnétisme, à nous, il part où? Il part du fait d'expliquer aux gens qui qu'on est. Exact. Puis là, tu te fais une déclaire. Puis là, en plus de ça, ce qui est le fun, parce que je ne le faisais pas comme ça avant, c'est pour ça que c'est un bon conseil que je donne aux gens, c'est qu'en plus de ça, tu te ramasses juste avec les clients qui sont le fun pour toi. Exact. Tu comprends? Exactement. Parce qu'ils ils aiment ta personnalité, ils l'ont lu que tu étais le même, que tu étais un verbomoteur, que tu vulgarisais. Fait qu'ils ne s'attendent pas à un gars qu'ils vont rencontrer comme en habit-cravate quand c'est Nathan. Ils savent que moi, peut-être les coacher avec mon petit look le fun. Puis, c'est correct. Je ne suis pas obligé de me masquer à cause de ça non plus. Ça serait mon deuxième conseil. Mon troisième conseil sur LinkedIn, à partir de là, serait si tu n'es pas capable de créer du contenu, il ne faut pas que tu oublies c'est le nerf de la guerre. Exact. Fais-toi ami avec l'intelligence artificielle. Parfait. Fais-toi ami avec des solutions qui vont t'aider à créer du contenu. Je suis un des pires créateurs de contenu au Québec. Je déteste créer du contenu. J'aime coacher des gens. J'aime expliquer des choses. J'aime former des cerveaux. J'aime avoir des brainstorming. Mais je déteste prendre une partie de ma journée pour écrire pourquoi je suis bon puis pourquoi tu devrais me prendre comme coach. J'aime pas ça, faire ça. Puis depuis que l'intelligence artificielle a été mise dans les mains des gens, parce que je n'avais pas le budget de payer pour des rédacteurs, qui peut être une autre solution. Hein? Ouais. Il y a encore des gens en rédaction, il faut les encourager, qui peuvent être beaucoup plus alignés qu'une intelligence artificielle sur ce que tu as réellement besoin avec ta clientèle. Fait que je tiens à le dire parce que... Et probablement plus personnalisé également. Voilà. Je te dirais, ma solution, après ma base, serait d'utiliser des gens en création de contenu. C'est ça ma première solution. Mais je te dirais que ma deuxième solution, question budgétaire, de temps des fois, l'intelligence artificielle peut t'aider à créer du bon contenu. Puis c'est ce que je fais de plus en plus maintenant. Donc, ne jamais oublier de créer du contenu sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui ne créent pas de contenu sur LinkedIn. Ils sont absents pour les autres. Ils sont inexistants. Ils ont un profil, mais ils n'ont pas d'interaction puis ils n'ont pas d'activité. Puis si tu ne veux pas créer de contenu, on va te laisser un petit bémol à côté. D'abord, ne crée pas de contenu, mais deviens the good guy or the good girl. Ça veut dire que si tu ne crées pas de contenu, prends ta place sur LinkedIn en allant liker puis commenter le contenu des autres. Va encourager l'effort des autres de créer du contenu de qualité. Va les remercier de créer du contenu de qualité. Va repartager le contenu de qualité des autres si tu veux le republier. Ça va rajouter de la valeur à leur contenu puis de la visibilité. Fait que si tu n'as pas envie de créer du contenu, encourage-ceux qui le font. Et un n'empêche pas l'autre. Tu peux créer du contenu et être le good guy aussi. Oui, moi, c'est ce que j'enseigne à mes clients. Dans ma stratégie d'accompagnement, c'est ça. Je dis aux gens, pour te dire, mon vrai conseil que je dis aux gens là-dessus, c'est 80% du temps que tu vas passer sur LinkedIn, la loi de Pareto, 80-20, 80% du temps, je veux que tu te concentres sur le contenu des autres, puis 20% du temps, tu te concentres sur ton propre contenu. Moi, c'est comme, mais voyons donc. Oui. Si j'ai 100 minutes par semaine à passer sur LinkedIn, faire un chiffron, 100 minutes, je vais en passer 80 à liker et à aller dire aux autres, merci d'amener de la valeur sur mon réseau. Puis je vais passer 20% de mon temps à faire « Hey, j'existe. Hey, j'ai des offres de coaching. Hey, je pense ça de la vie. » Amener ma petite spiritualité comme je fais, mon interconnexion humaine, 20% du temps. Et pourtant, ce qui est le plus drôle là-dedans, vous allez être surpris d'entendre ça, où je score le plus, c'est avec les commentaires et les likes que je laisse aux autres. Exact. La plupart de mes clients sont des gens que j'ai encouragés dans le passé sur LinkedIn. Puis j'en reviens pas moi-même des fois. Je fais comme, c'est bien drôle. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, tes 3 conseils, je vais les résumer comme ça. Ouais. OBC. Vas-y. Objectif, branding, contenu. Drette ça. On s'entend-tu? Drette ça. C'est là qu'on s'en va. Ça, c'est la base. Là, juste pour commencer demain, concentre-toi là-dessus. Avoir un objectif qui est clair, au moins quand tu t'en vas faire du ski, tu sais où tu vas t'en aller. Oui. D'avoir une belle présentation de toi. C'est ça. D'avoir une présentation, tu es fier de toi. Puis après ça, continue à faire le party, d'alimenter le monde. Là. Ton contenu doit être en cohérence avec ton objectif et ton branding, par exemple. Tu as tout compris? Tu sais, si je me mets à parler des vélos à tous les semaines, j'aurai pas de clientèle LinkedIn.
C'est comme hier, hein? M'a donné un exemple, je te parle de l'inflation. J'étais tanné, ça fait des semaines, je me fais répondre l'inflation est en train de brûler nos budgets, puis j'ai moins de clientèle à cause de ça. Puis, tu sais, c'est pas le fun. Quand t'es entrepreneur, avoir moins de clientèle à cause des questions économiques, tu sais, c'est pas parce que tu fais mal ta job. Rendu là, là. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Voici, hein, je vous donne un conseil. Quand il y a un pain dans ce que tu offres, ou quand toi, tu veux un pain, utilise-les comme effet levier. Hier, j'étais tellement tanné, j'étais tellement fâché parce que je me suis encore fait répondre ça par un client que je croyais qu'on allait travailler ensemble, puis je l'aime en plus, cette personne-là, mais il n'y a pas les argents. Ben, je suis allé avec ChatGPT, puis j'ai expliqué la situation, que j'étais un coach LinkedIn, que beaucoup de ma clientèle actuellement vivait les effets de l'inflation, puis que je me faisais souvent dire ça en retour, et que j'aimerais créer une publication qui explique pourquoi, en temps d'inflation, ça peut être bénéfique d'utiliser LinkedIn. Mais j'ai travaillé avec ChatGPT, on a écrit une publication, on l'a publié ce matin, lui et moi ensemble, mon ami ChatGPT. Vous irez lire ça. C'est inflation. Puis j'explique aux gens de mon réseau LinkedIn, sur cette application-là, pourquoi qu'en temps d'inflation, LinkedIn, là, ça peut être une vache à lait de clients pour toi pour $0. Exact. Du temps, de l'énergie. Oui, c'est Mais sûr. $0. Puis en 0 inflation, si tu veux sauver tes dollars, tu es obligé de lever tes petits bras à m'emmener, là. C'est un ou l'autre, là. Nathan, on pourrait jaser. Merci. Merci vraiment de cette honnêteté-là, transparence-là, humilité-là et expertise-là. Génial. Merci de ton temps. Si les gens veulent aller plus loin que la base qu'on vient leur dire, on communique comment avec Nathan? C'est ton profil LinkedIn? Venez sur LinkedIn. Venez me jaser sur LinkedIn. Venez me dire que vous avez écouté le podcast. Et là, je vais faire un cadeau à toutes les personnes qui ont écouté le podcast, qui m'ont dit on t'a entendu avec Vincent. Là. Je vous donne une session d'1 heure avec moi. Gratuitement. Gang, ça, c'est intéressant. Toute personne qui va me dire j'ai entendu Nathan avec Vincent, parce que Vincent et moi, on a des bonnes connexions. Ouais. Je veux que les gens de son auditoire peuvent avoir la chance d'avoir 1 heure pro bono avec moi. Puis après ça, si on a envie, on parlera d'un plan d'accompagnement, mais cette session-là va être une vraie session d'1 heure. Ils vont repartir avec du contenu, avec une stratégie, exactement comme s'ils m'avaient payé pour l'heure. Merci. Merci de cette générosité-là. J'espère que les gens, vous allez en profiter. Merci, Nathan. Merci encore une fois de ton temps. Et pour vous à la maison, ben, je vous dis à une prochaine pour un prochain Propulser vos affaires. Ciao tout le monde. Bye.